Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le transport urbain de masse a été paralysé ce lundi à Yaoundé. Aucun bus n'a circulé dans la cité capitale. Des employés de l'entreprise de transport et équipement collectif sont descendus dans la rue pour dénoncer des mauvaises conditions de travail et revendiquer 4 mois d'arrêt de salaire. Après le blocus, c'est le boycott des séances de questions orales à l'Assemblée nationale. Des députés SDF ont brillé par leur absence au moment où le ministre de la Défense est venu dérouler la stratégie du haut commandement militaire pour lutter contre les assaillants extrémistes dans les régions anglophones. Ce renforcement des mesures sécuritaires a provoqué une polémique avec un communiqué attribué à une autorité administrative. On en parle dans ce journal. Le divorce est désormais prononcé entre Hugo Bross et la FECAFOOT. Le Belge n'est plus le sélectionneur-entraîneur des Lions Indomptables. Son contrat vient d'être résilié 11 mois après avoir remporté la CAN Gabon 2017. Parmi les 7 péchés de Hugo Bross, la FECAFOOT lui reproche son incapacité à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde 2018, mais surtout d'avoir été incapable d'améliorer le climat social au sein de la tanière des Lions Indomptables. On en parle dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette famille inconsolable depuis la disparition de leur petite fille au sortir d'une école maternelle située dans une banlieue de la ville de Douala. Abigail, 3 ans, n'est pas rentrée chez elle depuis près de 6 jours et l'école est incapable d'indiquer l'identité de la personne qui est venue la chercher aux sorties de l'école. Un avis de recherche a été lancé. Il est resté infructueux depuis près d'une semaine. La famille est inconsolable et a manifesté ce matin devant l'école maternelle. Les responsables de l'école estiment qu'il n'y a pas eu négligence. Des interrogations fusent au sujet de cet enlèvement qui se multiplie dans la cité économique du Cameroun. Des précisions avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. C'est depuis le 29 novembre 2017 que cette dame a perdu le sommeil. Et il faut bien la comprendre. Cela fait 6 jours que la petite Abigail, élève à l'école privée laïque Les Vainqueurs, est introuvable. Sa génitrice explique. Mercredi matin, dès que je suis venue laisser l'enfant, en attendant, je sais que l'enfant sort souvent dans l'après-midi, donc vers midi. À midi, à l'heure, je suis arrivée et j'ai trouvé que la maîtresse même n'était plus là. La maîtresse était rentrée parce que l'enfant fait la NES1. Je me renseigne dans l'établissement, on me dit qu'on a mis des enfants de cette salle de classe dans la salle voisine. Donc elle a laissé l'enfant chez la collègue. Je m'en vais donc chercher l'enfant dans sa salle de classe, je ne trouve pas l'enfant. Je me renseigne, je dis mais la maîtresse même de cette salle de classe est où? Je vois plutôt une autre dame là. Je lui demande, elle me dit qu'elle ne sait pas de quel enfant dont je parle. Je quitte, je m'en vais voir le directeur, je dis au directeur et le grand enseignant qui était là. Je les informe, je leur dis que l'enfant n'est pas là. Vous me dites que l'enfant doit être quelque part. Je dis mais comment un enfant de 2 ans et demi peut sortir? Vous me dites que l'enfant est en route. Mais il se comporte comme si je le dérangeais. Le responsable de l'école mis en cause est plutôt dans une autre version des faits. La maîtresse l'a laissé en charge de son aîné de classe fort. D'aucuns parlent de négligence. Mais est-ce qu'on peut parler de négligence en fait pour un enfant qui, de temps en temps, rentre avec son aîné de classe fort? Moi, je pense que c'est assez suspect et surprenant. Plus qu'une simple disparition, le récit du directeur ne fait plus planer aucun doute qu'il s'agit d'un enlèvement. Le lendemain, de vendredi, très tôt le matin, je reçois un coup de fil mystérieux. Un monsieur qui me dit qu'il détient l'enfant, un anglophone. Il me dit qu'il détient l'enfant et qu'il est chauffeur de taxi. Il me dit, vous allez me reverser une somme 10 000 francs dans son compte mobile money. Innocemment, nous avons envoyé les 10 000 francs. Quoi qu'il en soit, et comme on peut bien le constater, il s'agit d'une affaire de négligence de la part des enseignants.
Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, aucun bus n'a circulé dans la cité capitale. Le transport urbain de masse a été paralysé ce lundi à Yaoundé et pour cause, des employés de la société de transport et équipement collectif ont décidé de ne pas conduire ces bus. Ils sont sortis dans les rues pour dénoncer des mauvaises conditions de travail. Ils cumulent près de 4 mois d'arrêt de salaire, un an seulement après la mise en exploitation de cette entreprise. Et le climat social n'est pas prêt de s'améliorer de sitôt. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. Nous sommes là, on ne peut pas payer la maison, on ne peut pas manger et on est en train de nous mettre dehors parce qu'on ne peut pas payer le loyer. Regardez mes habits, je ne peux pas laver. Un lundi matin, je suis au travail. C'est inadmissible. La mine grave. Les employés de la société de transport et équipement collectif de Yaoundé crient leur colère. Depuis 4 mois, ils sont sans salaire. Il y a de l'argent qui entre. Nous avons des entrées. Mais on évoque des problèmes qui n'ont pas de sens. Les véhicules sont assurés. Mais quand vous faites un accident, on vous impute l'accident. Un véhicule vous percute, on vous impute la percussion. Et ce sont des familles qui en souffrent. 4 mois de salaire, ça veut dire quoi? Au milieu des grévistes, des employés qui ont été licenciés sans raison et qui sont également venus revendiquer le paiement de leur salaire. Parce que moi, je travaillais auparavant ici. Un matin, on arrive, on dit qu'on a affiché, on ne peut plus entrer à la base. Sans nos salaires, je suis venu chercher mon salaire aujourd'hui. Quand je suis venu ici pour faire, on me dit que mon salaire c'est 30 000. Quand j'ai revendiqué que non, ce n'est pas ça, on me dit que c'est 63 000. Je dis qu'on me donne alors les 63 000, on me dit que revient le 30. Le 30, on dit le 1er, aujourd'hui on dit le 8. C'est 4 mois déjà. Les grévistes sont d'autant plus courroucés que leur employeur n'aurait respecté aucun des engagements pris lors du lancement des activités de la STECI dans la capitale. Avec les petits collègues qu'on a même demandé, quand on a commencé au début, ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance en nous pour nous donner l'argent là. On vient au travail chaque jour ici. Chaque matin, on sort à 4 heures de la maison pour payer le taxi pour venir ici. On a agressé nos frères ici. Ils sont venus ici avec les matières coupées. Et l'autre a fait même accident ici, devant nous, ici. Quand il voulait entrer la moto, il a cassé les pieds. Il est à l'hôpital aujourd'hui depuis 6 mois. On a abandonné à l'hôpital. C'est nous ceux qui font les cotisations. Est-ce que c'est normal? Nos tentatives pour rencontrer les responsables de la société se sont heurtées à une résistance farouche de la part des responsables de la sécurité. Malgré l'intervention des grévistes, dont le mouvement d'humeur est pacifique, l'accès au siège de la STECI nous est interdit. Les gardiens nous laissent entendre que les responsables sont en quête de solutions pour que les salaires soient payés vendredi prochain, ce que les grévistes n'entendent pas de cette oreille. Lorsque nous quittions les lieux, le portail était toujours fermé et aucun bus n'avait bougé, comme c'est habituellement le cas dès 5 heures du matin. Né des cendres de la défunte société de bus, la nouvelle société n'aura finalement vécu que quelques mois avant de connaître ses premiers soubresauts. Des employés réclament des arrêts de salaire et de meilleures conditions de travail. Et sont bien évidemment les populations qui payent un lourd tribut du fait de l'absence d'un système fiable de transport urbain de masse à Yaoundé. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Restons à Yaoundé où l'Assemblée nationale est prise dans l'étau entre blocus et boycott du SDF. Ces députés de l'opposition ont brillé par leur absence au moment où des questions orales ont été adressées au gouvernement. Et parmi les ministres présents à l'hémicycle de Ngouaekele, le ministre de la Défense a déroulé la stratégie du haut commandement militaire pour protéger davantage les populations et préserver l'intégrité du territoire dans les régions anglophones. Le ministre des Transports, quant à lui, a évoqué l'état de santé de Camerco devant les députés. Des précisions avec Joël Essenge et Guy Zogo. Le SDF n'a pas fini de manifester son dépit à l'Assemblée nationale. À défaut d'obstruer les travaux de la session en cours, il les boycotte simplement, comme lors de la plénière de ce 4 décembre. Du vrai pain béni pour la Chambre basse du Parlement, qui a alors déroulé concomitamment une séance plénière et le passage des membres du gouvernement devant la Commission des finances. En plénière, 2 faits majeurs ont retenu l'attention. D'abord, l'adoption du projet de loi portant sur la ratification du traité sur le commerce des armes.
À cette occasion, le ministre de la Défense a dévoilé au cours de la discussion générale les actions envisagées dans le sud-ouest. Dans les jours qui suivent, vous verrez de vos yeux comment ce dispositif se met en place, aussi bien pour ce qui est de la gendarmerie, pour sécuriser les armes, les questions de mettre d'abord des installations à la dimension et à la hauteur des menaces des pays qui nous viennent de sécurité. Et ceci va concerner donc la gendarmerie, mais également les autres composantes des forces de défense et de sécurité. Ensuite, le projet de loi relatif à la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite a donné la possibilité au ministre des Transports d'évoquer l'état de santé de Camerco. La Camerco se porte bien, le redressement est en cours, sauf que la priorité a été donnée aux dessertes domestiques et régionales. C'est donc après que la Camerco va envisager de se redéployer vers les dessertes intercontinentales. Désormais, c'est donc au pas de course que les travaux de la session de novembre se déroulent avec le passage des ministres devant la commission des finances. Mais le SDF, lui, n'a pas dit son dernier mot et pourrait réserver encore bien des surprises. C'est une polémique qui peine à s'estomper au sujet d'un communiqué attribué au préfet de la Magnou dans la région du sud-ouest, dans lequel somment les populations de déserter leurs propres maisons pour permettre une contre-offensive des forces de sécurité dans le chaudron de la crise anglophone. Les contrevenants à ces mesures pourraient être considérés comme des sécessionnistes. Ces propos attribués à l'autorité administrative ont suscité un tollé d'indignation à tel point que le gouverneur du Sud-Ouest est monté au créneau pour démentir ces allégations et rassurer les populations sur le renforcement des mesures de sécurité visant à garantir leur protection dans leurs localités respectives. Décryptage avec Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Tout part de ce communiqué publié vendredi par le préfet du département de la Magnou. Dans ce document, Joseph Oumde ordonne aux populations de 16 villages repartis dans 3 arrondissements de son unité administrative de libérer leur zone de résidence. Les raisons de cette mesure ne sont pas mentionnées dans le texte, mais l'acte administratif dont l'application se veut immédiate précise que les contrevenants seraient pris pour complices ou auteurs des assassinats dans les rangs des forces de sécurité. Au sein de l'opinion et sur les réseaux sociaux, la décision est abondamment commentée, probablement inspirée par la vague d'indignation. Le numéro 1 de la Magnou indiquera lors d'une intervention sur une radio communautaire locale que sa décision était rapportée avant de rassurer les populations qu'elles peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations. Donc, monsieur le préfet, ce que vous dites clairement, c'est que ce communiqué est rapporté dès cette heure. Écoutez, oui, ce communiqué est bel et bien annulé. L'autorité lancera un appel à la vigilance en invitant par ailleurs ses administrés à dénoncer toute présence suspecte. Cet appel sera formellement adressé dans un communiqué, texte dans lequel le préfet parle de rumeurs pour désigner l'injonction reçue vendredi par les populations. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest remet également en cause l'authenticité de la décision controversée. Ce communiqué est un faux document. Je ne sais pas pour quel intérêt il a été signé, mais dans tous les cas, le préfet de la Magnou, à qui on l'attribue, ne le reconnaît pas. Bernard Okalia Bilay rapporte que le préfet lui aurait confié n'être pas l'auteur du texte polémique. Pour l'ancien préfet du département du Vouri, qui rejette le communiqué de vendredi et qui appelle les populations à une collaboration étroite avec les forces de sécurité, l'on ne saurait faire partie des habitants dont on a pourtant la mission d'en assurer la sécurité. Le gouvernement sort également les muscles pour contraindre des chercheurs d'or à cesser leur activité jugée anarchique et illégale dans le nouvel Eldorado des pierres précieuses situé à Ezeka, dans le Nyong-Ekele. Le ministre des Mines a constaté des désastres environnementaux et des actes de corruption qui ont prospéré durant l'exploitation illégale des ressources minières. Joël Niem et Éric Martial Ndiomo.
Matériel de fouille sur la tête, ces orpailleurs exécutent une décision du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, instaurant un arrêt momentané des travaux. C'est vraiment pertinent pour nous parce que nous venons un peu partout d'ailleurs ici. Nous n'avons pas d'autres activités, hormis de ceci. L'arrêt vraiment, ça va nous pénaliser, mais il faut vraiment qu'ils font quelque chose pour nous. Ernest Ngouaboubou s'est rendu à Ezeka avec la ferme intention de faire respecter le code minier qui régit l'activité des orpailleurs au Cameroun. Les 3 sites visités sur les 7 que compte la ville d'Ezeka ont donné à voir un spectacle désolant du fait de l'anarchie qui caractérisait jusque-là les fouilles. Le ministre appelle à un respect de l'environnement et des administrations qui interagissent dans ce secteur pour éviter un scandale. Quand le délégué de l'environnement arrive et vous dit que vous entrez de détruire la nature et ne nous dérange pas comme c'est une femme, vous trouvez que c'est normal? Si vous autres, on va faire ça dans votre village, vous serez contents, n'est-ce pas? Vous venez faire dans mon village. Vous allez arrêter d'abord pendant au moins 1 heure ou 2 heures. Cette descente du ministre a permis de mettre à nu certains abus de ses collaborateurs qui délivrent aux orpailleurs des documents jugés frauduleux. C'est le ministre que je suis qui a délivré. Donnez au ministre. C'est moi qui ai délivré cette carte-là. Hein? Le délégué départemental a juste fait ça pour essayer de vous couvrir, c'est même pas. Dans une séance de questions-réponses réunissant les élites, les autorités traditionnelles et administratives, le ministre des Mines a répondu aux préoccupations des uns et des autres. Les orpailleurs ont repris leurs activités quelques heures après. Près de 750 au total dans la ville d'Ezeka. Ils ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se conformer à la réglementation. Au-delà de la nécessité qu'il y a pour eux d'obtenir des permis d'exploitation, des questions se posent sur les moyens dont dispose l'État pour assurer un contrôle efficient de cette activité dans le chef-lieu du département d'Union-Ekele. Vous n'avez peut-être pas entendu parler des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine. C'est un événement initialement prévu en décembre 2017. Il vient d'être reporté jusqu'en avril 2018. Et pour cause, ces opportunités d'affaires entre le Cameroun et la Chine suscitent très peu l'intérêt des entrepreneurs camerounais, toute chose qui dilue l'engagement de la Chine, qui souhaite désormais ouvrir ces opportunités d'affaires à tout le continent africain. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. C'est un coup dur pour le comité d'organisation des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine. La partie chinoise rejette les propositions du Cameroun au motif que très peu d'investisseurs s'intéressent à cet événement. On était environ 237 inscrits et les partenaires chinois ont souhaité recevoir 1000 opérateurs économiques dans tous les secteurs d'activité. Ils sont donc venus pour confirmer l'attente du patronat chinois qui souhaite recevoir le plus grand nombre d'opérateurs économiques. Et face à la faiblesse des participants camerounais, l'événement est désormais élargi à toute l'Afrique. Entre autres raisons pour expliquer cette réticence, l'on évoque le manque de visibilité. Les potentiels partenaires ne sont pas suffisamment informés des tenants et des aboutissants des GCAC. La deuxième difficulté, c'est celle liée à la confiance, parce que les gens se demandent est-ce que ce n'est pas le beau discours des Camerounais de tous les jours. Il était difficile pour nous d'avoir les 100 entreprises à l'ouest. Première conséquence du rejet de la partie chinoise, le report de la date de l'événement. Initialement prévu du 9 au 15 décembre 2017, les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine se tiendront plutôt du 15 au 19 avril 2018, le temps pour la partie camerounaise de se réajuster. Avec l'apport de la Chine, nombre de pays se sont développés. On peut citer l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, la Guinée équatoriale et le Nigeria tout à côté de nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les Camerounais.
si nous continuons à raisonner comme ça, on ne fera jamais rien et nous allons rester dans notre petitesse sans pouvoir industrialiser notre pays. Donc c'est à nous d'être efficaces dans la négociation et de savoir comment tirer le plus grand profit dans cette coopération avec la Chine. L'opération de Chambre est de nouveau lancée. Une réunion d'information et de sensibilisation de potentiels partenaires s'est tenue à Yaoundé avec la participation très remarquée d'une délégation venue de Chine. Toujours dans ce chapitre économie, après avoir pris l'engagement au sommet Union africaine, Union européenne d'accroître les investissements pour créer plus d'emplois décents pour la jeunesse africaine, le président de la République du Cameroun participant à ce sommet est déjà sous pression. Des jeunes exigent que Paul Biya change de paradigme pour mettre sur pied des politiques publiques destinées à la promotion de la jeunesse camerounaise dans la vie socio-économique du pays. Mitterrandam, François Dikoumé et Kate Diarra. Le 5e sommet Afrique-Union européenne, qui s'est refermé jeudi dernier à Abidjan, aura été un sommet riche en résolutions qui portent pour la plupart sur l'investissement dans la jeunesse pour un avenir durable. Au cours de ce sommet, il a été recommandé aux dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne d'investir dans le développement à long terme en donnant la priorité à l'éducation, à l'emploi et l'émancipation des jeunes. Une mission qui, selon des jeunes étudiants rencontrés dans les rues de Douala, serait bien compliquée au regard de la réalité camerounaise de confiscation des postes clés et de la valorisation du népotisme. C'est un problème de mentalité. Il faut qu'on change les mentalités de certaines personnes. Et puis si le président doit aussi voir les gens qui s'entourent, son entourage, essayer d'être un peu plus sur le terrain, quoi. Voir comment si ces musiques-là qui demandent d'appliquer sont effectives sur le terrain. Ils sont nombreux à avoir reçu une formation et des diplômes, mais pour joindre les deux bouts, ils sont parfois amenés à verser dans des activités qu'eux-mêmes considèrent de seconde zone. Vous voyez, dans la rue, nous sommes là, nous sommes tous diplômés à l'université, et nous sommes là errer là parce qu'on veut chercher du quotidien. Quand ça donne pas, si on a en tête de talent d'aventure parce qu'on pense qu'à l'Occident c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe après le bac? Il n'y a plus rien, on ne sait pas comment s'en sortir. On est obligé de tomber dans le secteur informel, la moto, le basking. Le taux de chômage est très élevé au Cameroun. Les jeunes diplômés que nous sommes obligés de faire les sous-métiers pour pouvoir s'en sortir, payer la location. Pour ces jeunes diplômés et débrouillards comme ils se qualifient des fois, le principe est simple. L'État doit créer une adéquation entre la formation et l'emploi et mieux que cela, créer de nombreux emplois pour les jeunes qu'ils sont. On a une formation sans déboucher. Il peut faire un parcours à l'université, mais après, à la fin de son parcours, il ne va pas où aller. Du coup, il est tenté de sortir. Nous sommes beaucoup plus formés et au niveau de l'embauche, on n'a pas d'emploi. Donc l'État devait se concentrer sur la création d'emplois. Ce que les dirigeants africains devraient faire, c'est quoi? C'est faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes, créer par exemple plus d'entreprises, promouvoir l'esprit entrepreneurial des jeunes à travers le financement de leurs projets. Ce sont donc des jeunes déterminés à réussir de l'intérieur que nous avons rencontrés. Des jeunes pour qui l'auto-emploi lui-même est parsemé de difficultés. Quand on demande aux gens de créer des emplois, ce n'est pas facile. Parce que déjà l'impôt libératoire, des gens ne peuvent pas les laisser et gérer le personnel. Ils attendent de tous désormais la mise en application des résolutions d'Abidjan. Une autre couche sociale victime de marginalisation et stigmatisation, ce sont des personnes handicapées résidant à l'extrême nord du Cameroun. Elles sont rejetées par la famille, d'autres crient le ras-le-bol par rapport à l'inexistence des véritables structures d'encadrement de ces personnes vulnérables dans le septentrion. C'est un reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Dans la région de l'extrême nord, les personnes handicapées représentent environ 10% de la population. Ces personnes à mobilité réduite souffrent d'un rejet quasi général. Elles sont stigmatisées et très souvent mises à l'écart par leur propre famille. Dans la ville de Maroua, l'on déplore le manque de structures d'encadrement pour personnes handicapées. Ces dernières ont le sentiment d'avoir été volontairement écartées de la vie sociale. Nous, les personnes handicapées au niveau de la région de l'extrême nord, nous avons vécu des choses très horribles. On peut être handicapé ou même par la faute des maladies, on peut devenir handicapé. Notre problème, c'est que nous sommes
désagréablement déçus parce que nous ne sommes pas trop imprégnés dans les choses qui nous concernent. Tout est pour nous, sans nous. Les personnes handicapées vivant dans la région de l'extrême nord dénoncent le comportement des autorités qui prônent, selon elles, leur exclusion de la société. Les initiatives qu'elles entreprennent ne bénéficient pas de l'accompagnement des autorités compétentes, encore moins de leur ministère de tutelle. Cela me touche beaucoup. Une journée dédiée à nous, les personnes âgées, si le gouvernement vient se présenter, fait avec les personnes handicapées, ça va donner l'envie aux personnes handicapées. Chaque fois, ils envoient des représentants. Ce n'est pas normal. Il faut qu'eux-mêmes se déplacent vers nous pour voir ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire. On aurait souhaité que notre père soit avec nous, associé aux autres. Mais là, bon, malheureusement, ni le gouverneur, ni le préfet, ni les sous-préfets, ni même les maires, rien. Ce n'est pas l'inclusion sociale que la délégation prône, mais c'est plutôt l'exclusion sociale. Pour améliorer leurs conditions de vie, les handicapés sont obligés de se tourner vers les structures qui mettent à leur disposition divers services dans les domaines de la santé, de l'éducation et bien d'autres. Je vous le disais en titre, le divorce est prononcé entre Hugo Broos et la FECAFOOT. Le Belge n'est plus le sélectionneur-entraîneur des Lions Indomptables, selon un document attribué au comité de normalisation de la FECAFOOT. Son contrat vient d'être résilié 11 mois après avoir remporté la CAN Gabon 2017. Et parmi ces 7 péchés, la FECAFOOT lui reproche son incapacité à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde Russie 2018. Ces déclarations fracassantes ayant terni l'image du Cameroun et surtout son échec dans l'amélioration du climat social dans la tanière des Lions Indomptables. Des précisions avec Emos Fongo et Nana Paul Sabin. À 2 mois de la fin de son contrat au poste d'entraîneur en chef de l'équipe nationale fanienne de football, Hugo Broos a appris que son bail ne sera pas reconduit. Les 5 membres du comité de normalisation de la FECAFOOT qui ont acté le départ d'Hugo Broos expliquent dans un communiqué que le technicien belge est remercié parce qu'il n'a pas respecté plusieurs de ses engagements, à savoir, entre autres, la qualification des Lions Indomptables à la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018 et l'obligation de résider au Cameroun pour suivre de manière assidue les compétitions locales. En dehors de ces manquements contractuels, le comité de normalisation de la FECAFOOT reproche au technicien champion d'Afrique 2017 ses déclarations fracassantes contre ses joueurs en conférence de presse ou pendant le scandale baptisé Bruxelles Gate survenu lors d'un stage de Lions Indomptables en Belgique. Selon les responsables de la FECAFOOT, les écarts de comportement du désormais ex-entraîneur des Lions Indomptables ont porté un grave préjudice à l'image du Cameroun et installé un climat délétère au sein de la tanière des Fauves, au point d'amener plusieurs joueurs importants à ne plus répondre aux convocations en sélection nationale. Ainsi s'achève une aventure qui avait pourtant bien commencé par un brillant parcours dans les éliminatoires de la CAN 2017 et le sacre au Gabon lors de la phase finale. Avec un bilan de 8 matchs gagnés, 6 défaites et 14 nuls, et surtout un trophée de champion d'Afrique, Hugo Broos restera comme l'un des techniciens ayant marqué à sa manière l'histoire du football camerounais. Précisons que cette résiliation du contrat n'a pas été confirmée officiellement. Et au sujet de cette décision du comité de normalisation de la FECAFOOT qui met un terme au contrat de Hugo Broos, il faut noter que le document comportant cette décision s'est retrouvé dans les réseaux sociaux alors qu'il était destiné au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Selon une source au sein de la FECAFOOT, cette source précise également que l'avis du ministre reste déterminant pour la confirmation de la résiliation du contrat de Hugo Broos, entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables. Son passé est-il en train de le rattraper? Une plainte est annoncée contre Tombi Aroko Sidiki. C'est une décision de l'Assemblée générale de l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun. Les présidents de clubs accusent l'ex-président de la FECAFOOT d'usurpation de titres, de violation des textes et règlements qui régissent le football camerounais. Élisée Bogba et Ike Cyril. Après sa déchéance à la tête de la Fédération camerounaise de football, les ennuis ne sont peut-être pas finis pour Tombi Aroko Sidiki. Réunis en assemblée générale au palais polyvalent des sports de Yaoundé, l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun décide de porter plainte
contre l'ancien président de la FECAFOOT pour usurpation de titres et violation des textes et règlements régissant la Fédération camerounaise de football. Nous avons également tablé sur la question de l'usurpation que nous avons vécue au niveau de la Fédération camerounaise de football, où pendant 23 mois, les activités ont été entretenues par des bureaux, tant au niveau national que dans les démembrements, qui étaient illégaux. Et là-dessus, l'Assemblée, qui a un grand attachement sur le respect de l'ordre statutaire, a bien voulu que les textes soient respectés. Et pour cela, mandat a été donné à un avocat pour suivre la question au niveau de la CCA. Il y avait du beau monde au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Près de 300 présidents de clubs ont pris part aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun. De là à penser que l'on prépare déjà les prochaines échéances électorales à la FECAFOOT, il n'y a qu'un pas. Pourtant, les présidents de clubs disent qu'il n'en est rien. Une fédération, c'est d'abord les clubs amateurs. C'est la base de tout football dans le monde. Les visées ne sont pas électoralistes. Les visées actuelles d'aujourd'hui sont purement d'ordre corporatiste. Il s'agit de mobiliser les présidents de clubs et de les amener à savoir défendre leurs intérêts. Mais comment éviter alors le sujet sur les élections à la Fédération camerounaise de football, dans la mesure où, sur le plan personnel, des ambitions peuvent naître? Tout le monde a des ambitions, mais moi si je vous dis que je n'en ai pas, vous ne me croirez peut-être pas. Mais écoutez, pour le moment, moi je regarde, on va voir à quel niveau mon ambition peut être au niveau départemental, le département de la Benoué, au niveau régional, ou peut-être, il n'y a pas que, les gens font comme si à la FECAFOOT, il n'y a qu'un seul poste, celui de président. C'est pour ça qu'on a demandé au comité de normalisation de faire les textes pour corriger les défauts structurels de notre foot. En attendant que le processus électoral soit lancé à la FECAFOOT, l'Assemblée générale du week-end dernier a débouché sur une recomposition du bureau de la CEFAC, désormais constitué de 18 membres. Henri-Claude Mbala-Ongolo est reconduit au poste de président. Akwe Epie Domingo est maintenu à la trésorerie générale. Mais l'on note les entrées de Céline Eko comme conseillère, Oufin Seke à la cellule de communication et autres François Ndedi Mbengue comme l'un des vice-présidents. Et vous le savez, le Cameroun, éliminé de la Coupe du Monde Russie, de la participation à cette Coupe du Monde Russie 2018, soutiendra les 5 équipes africaines de football engagées dans cette compétition internationale. Et à l'issue du tirage au sort, le Nigeria apparaît comme l'équipe la mieux placée dans sa poule pour espérer se qualifier pour le second tour de cette compétition prévue en Russie en 2018. Éclairage avec Emos Fanga et Hervé Kemnier. Parmi les ambassadeurs de l'Afrique au Mondial Russie 2018, seul le Sénégal est tombé dans une poule relativement à sa portée. La poule H, composée de la Pologne, de la Colombie et du Japon, les Lions de la Teranga du Sénégal, sauf erreur de parcours, ont des arguments à faire valoir dans ce groupe H. À vue d'œil, on a tendance à dire que c'est le groupe le plus facile, mais vous savez, en matière de football, il n'y a rien qui est facile. Il s'agit d'une Coupe du Monde, 32 meilleures équipes au monde, donc tous les matchs seront disputés, tous les matchs seront difficiles. Je crois que pour le Sénégal, ça faisait 15 ou 16 ans qu'on n'était pas revenu à cette Coupe du Monde. Donc cette génération l'a fait. C'est important pour eux de continuer à progresser, c'est important pour eux de continuer à gravir des paliers. Ils l'ont fait à la CAN, ça faisait 11 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules. Et aujourd'hui, 15 ans après, ils reviennent à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un groupe qui va être difficile. Voilà, donc le Pologne, on connaît. La Colombie, ils ont l'habitude de ces grandes compétitions. Chaque Coupe du Monde, ils sont présents. Le Japon, il y a un travail quand même qui se fait. Donc nous essaierons en tout cas de venir ici avec nos armes, défendre les couleurs de notre pays. Le Maroc, logé dans la poule B, peut survoler le match contre l'Iran, mais aura du pain sur la planche face à 2 mastodontes du football mondial. Les champions d'Europe en titre, la Seleção du Portugal de Cristiano Ronaldo, et les champions du monde 2010, la Roja d'Espagne. On a hérité d'un groupe très difficile, avec le champion d'Europe en titre, le Portugal, l'Espagne,
qui, je pense, était dans ce pot numéro 2 l'équipe à éviter, mais avec tout le respect qu'on a pour les autres équipes qui étaient dans ce pot, et puis l'Iran. Donc après 20 ans d'absence, le Maroc retrouve un groupe difficile. Maintenant, on sait qu'une Coupe du Monde, c'est le très haut niveau, donc il faudra être prêt même contre des équipes très fortes. Le Nigeria logé dans la poule D peut surfer sur son expérience de la haute compétition pour faire taire l'ego de l'Argentine et de la Croatie et mieux négocier un passage pour le second tour en surclassant l'Islande. 8e de finaliste en 2014 au Brésil, le Nigeria, vu la qualité de son effectif, peut faire mieux qu'une place en 8e de finale. Le Nigeria est le meilleur espoir d'une place au second tour pour le continent africain. Quant à la Tunisie, qui a hérité de la poule G, le retour au mondial ne sera pas aisé face à l'Angleterre, la Belgique et Panama. Enfin, le pharaon d'Égypte, logé dans la poule A, en compagnie du pays organisateur, la Russie, de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay, peut se remettre au génie de Mohamed Salah pour franchir le premier tour du mondial Russie 2018. Ces dernières nouvelles dans la tanière des Lions indomptables concernant le sort réservé au sélectionneur-entraîneur Hugo Broos et bien d'autres seront décryptées juste après ce journal dans le cadre de l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.